Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Des milliers de civils déplacés à l'intérieur de l'Équatoria occidental au Soudan du Sud. Tous fuient l'insécurité et les conflits qui persistent dans certaines parties du pays malgré la création du gouvernement d'union nationale. Le programme de transfert monétaire mis en place au Kenya en réponse à la pandémie de Covid-19 serait entaché d'irrégularités. C'est ce que révèle l'ONG Human Rights Watch dans un rapport de 66 pages intitulé « Nous sommes tous vulnérables ici ». Et une réunion de la Confédération africaine de football s'est tenue le 16 juillet à Rabat au Maroc. Cette session du comité exécutif de la CAF a permis l'étude de plusieurs dossiers. Nous verrons lesquels dans cette édition. Mais tout d'abord, au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, craint une nouvelle offensive militaire rebelle. Ce dernier a fait part de cette inquiétude le 20 juillet aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Selon lui, les rebelles du FACT peuvent attaquer à tout moment. Rappelons que le groupe rebelle du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, né en 2016, a lancé en avril dernier une offensive aussi massive que soudaine et avait provoqué la mort du président Idriss Déby Itno sur le champ de bataille. Il fuit l'insécurité au Soudan du Sud. Des milliers de civils ont été déplacés à l'intérieur de l'Équatoria occidental suite aux attaques armées dans des villages. Ils tentent de survivre en campant dans des écoles et des églises. Un sombre tableau bien loin de la fête des 10 ans d'indépendance du pays célébrée le 9 juillet dernier. Plus de détails avec Alexandre Ondoa. Fuir pour sauver leur vie. Des milliers de personnes ont dû quitter l'Équatoria occidental, au Soudan du Sud, à la suite d'attaques armées. Les femmes, les enfants et les combattants doivent parcourir jusqu'à 14 km pour camper dans des écoles et une église dans la ville de Tamboura. Ici, nourrir les enfants est la principale préoccupation des familles déplacées. Nous souffrons avec nos enfants. Il n'y a aucun moyen d'aller à la ferme et de ramasser de la nourriture comme le manioc ou ses feuilles. Nous avons vraiment besoin de paix. Plus de 50 maisons ont été rasées et au moins 3 personnes ont été tuées. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud et d'autres partenaires enquêtent sur ces violences. Les casques bleus ont également augmenté les patrouilles dans et autour de Tamboura. Des milliers d'entre eux ont tout perdu. Leurs maisons ont été incendiées comme vous pouvez le voir ici. Elles sont complètement réduites en cendres. Ils ont perdu tous leurs biens, leurs récoltes, leurs chèvres et leurs poulets errent librement. Ils doivent vraiment recommencer à zéro, ce qui est un énorme traumatisme. Ils se demandent toujours ce qui est arrivé à leur famille. C'est donc une situation très préoccupante. Les dirigeants sud-soudanais ont assuré début juillet qu'ils ne ramèneraient pas le pays dans une situation de guerre alors qu'ils célébraient le 10e anniversaire d'existence du jeune État. Les rapports des Nations Unies indiquent que la violence fait toujours rage dans plusieurs régions du Soudan du Sud. Manque de transparence, népotisme ou encore favoritisme sont tant de mots employés par l'ONG Human Rights Watch pour dénoncer les irrégularités constatées dans le programme de transfert monétaire mis en place par le Kenya. Un programme créé en réponse à la pandémie de Covid-19 qui n'a pas su garantir à tous les citoyens une protection égale. Les explications de Anthony Atangana. Le Kenya au plus mal. Le pays souffre de la pandémie, mais également d'un taux de chômage élevé, en particulier dans les régions pauvres. D'après le rapport de l'ONG Human Rights Watch, les autorités kenyanes n'ont pas réussi à concevoir un programme de sécurité sociale qui garantirait à chaque citoyen un niveau de vie adéquat durant cette crise sanitaire. Rosemary Mungai, résidente de la région de Kibera, souffre particulièrement de cette condition. Quand le coronavirus est arrivé, nous avons rencontré beaucoup de problèmes, car il n'y avait tout simplement pas d'argent. Comme vous le savez, il n'y a pas de travail pour le moment, donc je vis avec 7 de mes petits-enfants. Le rapport de Human Rights Watch indique que seule une infime partie des familles vulnérables de Nairobi aurait bénéficié du programme d'aide du gouvernement. Entre manque de transparence, népotisme et favoritisme, l'ONG affirme également que de nombreux bénéficiaires n'ont reçu qu'une partie de l'argent qui devrait être livré mensuellement entre avril et novembre.
Esther Arumba, également résidente de Kibera, déplore que des milliers de ménages éligibles n'aient pas pu recevoir l'aide escomptée. Je suis une employée de maison occasionnelle. En raison de la nature de mon travail, je ne pouvais pas trouver de travail. Je faisais juste bouillir de l'eau et j'allais dormir avec les enfants. Nairobi compterait environ 600 000 ménages répartis dans 8 bidonvilles. D'après une source gouvernementale citée par Human Rights Watch, en octobre 2020, 29 000 ménages avaient été inscrits au programme de transfert monétaire, ce qui représente moins de 5% des ménages des quartiers difficiles. Également dans l'actualité, l'heure est à l'optimisme au Zimbabwe. Les autorités zimbabwéennes ont annoncé le 20 juillet une prévision de croissance de 5,4% pour 2022. L'économie du Zimbabwe devrait résister à la pandémie et enregistrer une croissance de 7,5% en 2021 selon les prévisions gouvernementales. Un bon chiffre après la récession de l'an dernier. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé les grandes lignes qu'il suivra pour le budget national de 2022, à savoir notamment le maintien de la stabilité macroéconomique, la création d'un environnement propice aux investissements et l'amélioration du niveau de vie de la majorité de la population. En Tanzanie, le gouvernement va revoir sa copie concernant les taxes sur les transactions d'argent mobile. Pourtant adopté par le gouvernement, ce nouvel impôt, dont le but est d'augmenter les recettes pour améliorer les services sanitaires, suscite de vives réactions au sein de la population. Le point avec Corinne Eoné et Ruth Moussi. 4 jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi Patriotisme-Levy imposant des taxes sur les transactions d'argent mobile, le gouvernement tanzanien s'apprête à faire volte-face. De nombreuses plaintes ont en effet été émises par les entreprises de télécom et les consommateurs avec la décision de l'État d'imposer un prélèvement sur toutes les transactions d'argent mobile en fonction du montant envoyé et retiré. À titre illustratif, un calcul des frais indique que l'envoi de 1 million shillings à quelqu'un et le retrait de l'argent coûteront un total de 31 000 shillings avec les nouveaux tarifs. J'exhorte les Tanzaniens à rester calmes pendant que le gouvernement travaille sur la question. Leurs plaintes sont parvenues à la présidente et elle est préoccupée par les cris de la population. Elle a demandé que nous travaillions sur les plaintes. Touché par des crises sanitaires du coronavirus et du choléra, le gouvernement tanzanien est en quête de formules pour augmenter ses recettes de 1254 milliards de shillings pour surtout améliorer les services d'hygiène et de salubrité, ce qui a justifié l'adoption de la loi sur le Patriotisme-Levy le 15 juillet. Cependant, les entreprises offrant ces services d'argent mobile font état d'une chute drastique des recettes en l'espace de quelques jours. Fiscaliser les transactions à travers le mobile réduirait la fluidité de l'économie, empêcherait l'économie d'être résiliente et découragerait certaines transactions. Elle va étouffer les petits épargnants, les petites et moyennes entreprises et le réseau agricole. Les services financiers internationaux doivent être le plus fiscalisés, mais de façon assez soft pour ne pas décourager les investisseurs. Bien que le prélèvement soit désormais juridiquement contraignant avec son adoption par le Parlement, le gouvernement s'est réuni en urgence pour examiner à nouveau la question. Il a affirmé que les experts du ministère des Finances et ceux des technologies de l'information et de la communication travaillent sur les aspects qui peuvent être modifiés. La question sera résolue définitivement, a cependant rassuré le ministre des Finances. En Côte d'Ivoire, le secteur de la santé bénéficie de nouveaux investissements. Un accord de financement de 300 millions de dollars a été signé le 16 juillet entre les autorités ivoiriennes et la Société financière internationale. Les fonds seront affectés au développement des centres de santé publics du pays, un sujet de Mildred Diamou. 300 millions de dollars pour faire de la Côte d'Ivoire un véritable hub médical en Afrique de l'Ouest. Les fonds provenant de la Société financière internationale soutiendront le développement du secteur médical du pays. L'accord a été signé par le gouvernement ivoirien et l'organisation du groupe de la Banque mondiale le 16 juillet 2021. Notre objectif est de faire en sorte que le secteur privé grandisse et grandisse très vite.
L'un des axes forts du projet de société que nous avons est de faire en sorte que les Ivoiriens qui ont entrepris, qui ont créé des cliniques, aient la possibilité de passer de cliniques en centres hospitaliers, en hôpitaux sous-régionaux, pour que la Côte d'Ivoire devienne une destination de tourisme hospitalier, un hub médical. Décaissé dans le cadre du programme pour l'accès aux équipements médicaux en Afrique, ce financement servira à accompagner les acteurs privés du secteur médical ivoirien, notamment les petites et moyennes entreprises exerçant dans le domaine de la santé. Les fonds permettront également aux cliniques d'obtenir leurs équipements à bas coût et avec un accès plus facile aux pièces de rechange. Le président de la République ivoirien, tout son gouvernement ont bien vu de mettre ces moyens à la disponibilité du secteur privé. Maintenant, il faut un suivi, il faut un bon casting de ceux du secteur privé qui effectivement peuvent contribuer à améliorer le plateau technique du secteur santé ivoirien. Il ne faut pas qu'il y ait de complaisance parce que la difficulté que nous avons en Afrique, le plus souvent, il y a des bonnes intentions, il y a de l'argent, beaucoup d'argent dépensé et après, il n'y a pas de résultats. Mais je pense que le gouvernement ivoirien prendra des dispositions nécessaires pour que les acteurs sélectionnés soient suivis et effectivement contribuer à l'amélioration du secteur santé ivoirien et par là faire de la Côte d'Ivoire un hub médical en Afrique. Notons que cet accord s'inscrit dans le cadre du programme de développement du secteur public de la santé mis en œuvre par le gouvernement ivoirien. En 2019, les autorités avaient annoncé la mobilisation de 3 milliards de dollars pour des investissements dans le domaine de la santé sur la période 2020-2024. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni le 16 juillet à Rabat, au Maroc. Un rendez-vous qui a permis l'étude de plusieurs dossiers. Au menu des discussions, il y avait notamment la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra au Cameroun en 2022 ou encore le projet de réforme de la Coupe du Monde. Plus de détails avec José Douglas. Le comité exécutif de la CAF a noté la bonne progression des travaux concernant l'achèvement des stades en construction et d'autres infrastructures pour la prochaine CAN au Cameroun. Une dernière visite d'inspection aura lieu mi-août pour évaluer l'état d'avancement du stade d'Olimbé et la possibilité d'organiser le prochain match à domicile pour l'équipe nationale du Cameroun dans la fenêtre de septembre 2021. Le comité exécutif a apporté aussi son soutien au projet d'une Coupe du Monde masculine et féminine tous les 2 ans qui a été formulé lors du dernier congrès de la FIFA. La Commission a demandé que l'information soit communiquée rapidement à l'instance internationale. Une Coupe du Monde chaque 2 ans serait-ce une bonne chose pour le football africain dans son ensemble? Ça va poser un problème parce que si on maintient la Coupe du Monde tous les 2 ans et la CAN tous les 2 ans, ça va encore pénaliser les sélections africaines. Alors, moi, je pense que la Coupe du Monde tous les 3 ans peut être intéressant dans la mesure où il y a la possibilité des sélections africaines d'avoir un an de repos avant d'entamer la Coupe du Monde. Lors des prochains mondiaux, la question est aussi de savoir quel sera le nombre d'équipes africaines sélectionnées pour prendre part à la phase finale. Aujourd'hui, le continent ne compte que 5 nations. Pour participer à la Coupe du Monde, il faut qu'on ait 53 pays en Afrique. Il faut quand même que la FIFA et la CAF se mettent d'accord pour au moins faire la parité. La parité parce que la plupart des joueurs des sélections africaines jouent tous en Europe. Ils sont professionnels en Europe. Et il y a beaucoup de joueurs africains qui sont professionnels aussi dans le monde entier. Alors du coup, je pense que la CAF doit miser en demandant à la FIFA de revoir sa copie en mettant au moins minimum 10 sélections d'Afrique pour la Coupe du Monde. Le rapport final de l'audit lancé par PricewaterhouseCoopers datant de mars 2021 a été aussi évoqué. Le comité exécutif a donné mandat au secrétaire général pour mettre en œuvre rapidement des recommandations et d'explorer les conséquences juridiques. Le comité exécutif compte aussi accélérer l'étude de faisabilité du projet de Ligue supranationale africaine et a confirmé la date de reprise des compétitions interclubs 2021-2022, coup d'envoi le 10 septembre 2021. Le tirage au sort des tours préliminaires sera effectué le 15 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.